Écoute. Des avions ravitailleurs américains sur le tarmac de cet aéroport de Sofia en Bulgarie. Une indication supplémentaire que les troupes des États-Unis sont mobilisées et prêtes à intervenir si leur commandant en chef en donne l'ordre. Plusieurs médias américains annoncent de possibles frappes sur l'Iran durant le week-end qui vient. Selon le Wall Street Journal, le président américain pourrait opter pour des frappes visant à assassiner des responsables du régime iranien. Certains alliés des États-Unis préfèrent anticiper. C'est le cas notamment des premiers ministres polonais et israéliens. J'invite nos ressortissants à quitter immédiatement l'Iran. Et ne vous rendez en aucun cas dans ce pays. Si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Washington voudrait inclure dans un futur accord le renoncement de l'Iran à son arsenal de missiles balistiques et au soutien apporté à ses proxys régionaux. De son côté, Téhéran ne désire négocier qu'autour de son programme nucléaire et continue de faire valoir son droit à le développer de manière non militaire. Perso, je n'ai jamais cru à la possibilité d'un accord Iran-États-Unis. Les États-Unis détestent et rejettent ce régime indépendamment des dirigeants américains en place. Leur objectif stratégique est de voir un Iran affaibli, fragmenté, ses ressources sous contrôle, la Chine asphyxiée, avec ce régime totalement effacé parce que le régime des mollahs constitue un contre-modèle idéologique. Il est anti-américain, anti-entité et fondamentalement hostile à l'ordre occidental, à leur impérialisme, néocolonialisme, à leur hégémonie régionale et mondiale. La chute du régime iranien est l'objectif central depuis des décennies, pas la négociation. Les accords, les discussions autour du nucléaire iranien ne sont qu'un outil tactique, une ruse, juste du temps gagné, un apaisement médiatique, une illusion diplomatique. On l'a déjà vu en Ukraine, avec les accords de Minsk, qui ont surtout permis un réarmement ukrainien sous couvert de dialogue ou de paix. L'Iran ne fera jamais de concessions réelles sur ses missiles balistiques, ni sur l'abandon effectif de son programme nucléaire. Sans ces leviers, le régime ne survit pas. Ce sont ses assurances-vie. Les Américains le savent parfaitement. Ils mènent un double jeu, engageant contre l'Iran une véritable guerre de l'ombre. Du point de vue de l'entité, l'Iran n'est pas un État, mais une menace existentielle avec ou sans nucléaire. À ceux qui affirment que l'Iran doit tomber, il suffit d'observer les nationalités qui soutiennent l'action américaine contre l'Iran. Elles proviennent presque toutes de pays dirigés par des dirigeants durablement soumis à la puissance américaine, des dirigeants dociles, alignés, vassalisés, sans véritable souveraineté. Observez juste. C'est pas Dany qui le dit. Faites le constat. Rappel. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire, en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CEDEAO. Je suis désolé de dire, même l'Union africaine, l'Union européenne a soutenu cette décision de la CEDEAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, mais vous attaquez une armée, mais vous libérez les terroristes. Ils vont aller où? Au Mali, au Burkina, partout. Donc, à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc, c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CEDEAO attaque le Niger, mais nous, qui considèrent que nous, on est entré en guerre contre l'organisation. Je pense que c'est notre réponse qui a d'ailleurs dissuadé. En définitive, les gens ont commencé à comprendre que bon, Niamey, ça ne sera pas une promenade de santé. On va faire face à 3 armées qui sont en guerre depuis 10 ans. Que vous l'aimez, que vous l'aimiez pas, peu importe. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Il se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Depuis bientôt 3 ans, ils ont fait un choix. Appartenir à cette Afrique qui se lève, une Afrique libre, souveraine et indépendante, et quitter les rangs de ceux qui préfèrent rester dans une Afrique qui se couche comme une serpillière, qui accepte son branché, son rôle de vassal face à l'Occident. Depuis ce jour, pour avoir osé défier l'ordre imposé par l'Occident, toute la machine de propagande s'est mise en marche. Et comme le disait Anne-Sophie Havé,
Ils n'ont même plus besoin de faire le sale boulot en Afrique. Ce sont désormais des Africains qui s'en chargent pour eux. Ce sont les mêmes qui encourageaient la guerre contre l'AES, les mêmes qui prédisaient l'échec de cette alliance dès 2023, les mêmes qui qualifiaient ces pays d'instables, d'ingouvernables et de pauvres, qui reviennent par la petite porte pour intensifier leur coopération avec ces mêmes États. D'autres reconnaissent désormais l'AES comme une réalité géopolitique alors qu'hier encore, ils misaient sur son effondrement rapide et sa dislocation.